Donc ce soir, on reste dans la partie littéraire, justement. C'est pour ça que nous avons un seul intervenant, Gulzar Joby, que je n'écorche pas votre nom, même si c'est votre nom littéraire, qui est un auteur de science-fiction. Donc on ne va pas parler de science pure et dure, vous l'avez compris. On ne va pas faire philo pur et dur, mais on va faire plutôt de la littérature. Il va se présenter, il a un site, il va vous dire tout ça. J'en profite pour remercier nos partenaires. Et puis alors nous ferons comme d'habitude, hein. Au bout d'une heure, nous aurons le petit quiz bien ciselé par Jacques. Et puis on tient 2 heures, et puis voilà. Je laisse la parole à Gulzar. Merci, il faut que je tienne. C'est bon? Ouais. Alors pas tout seul, il y aura des questions. Oui, de toute façon, si vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc rapidement, je suis Gulzar Joby, donc je suis auteur de science-fiction, je n'ai fait que ça pour l'instant. Donc j'ai écrit à peu près 150 nouvelles, une trentaine, quarantaine publiées. Et depuis un an, en gros, maintenant j'écris quasiment plus que des romans. Voilà. Dont un publié, puis les autres, on souhaite bonne chance. Voilà. Donc voilà, pour ce qui concerne moi. Sinon, je voulais commencer une intervention, puisqu'on va aborder non seulement la science-fiction en tant que telle, puisque je ne vais pas vous faire un cours historique, hein. Je ne suis pas assez universitaire pour ça, mais plutôt la relation entre les sciences et puis l'écriture de la science-fiction. Je voulais commencer par l'argent. C'est-à-dire en gros, qui paye qui, et pour donner un ordre d'idée des rapports financiers entre la science-fiction, la littérature et la science. Ça peut être important quand même. En gros, en ce qui concerne le livre, un groupe comme Hachette en France, c'est le plus grand groupe, on va dire, de livres, ça pèse en gros 1,6 milliard de chiffre d'affaires par an. La moindre petite multinationale, c'est 5 ou 6. Donc c'est un monstre, mais c'est tout petit à l'échelle économique. En nombre de gens qui en vivent, en sciences, je parle que pour la France, je sais pas, on entend les scientifiques du CNRS, les universités, les entreprises privées, les chercheurs privés. L'armée, ça doit faire, je sais pas, 400 000 personnes. 500 000 personnes, j'ai pas de chiffre exact, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée. Des auteurs de science-fiction littéraire, on parle bien que de littérature, hein, pas de cinéma ou de bande dessinée. Il y en a 5 qui vivent de leur plume en France. Donc ça donne un ordre d'idée. On n'est pas du tout dans le même rôle social, même si on s'inspire, ou des scientifiques s'inspirent de la littérature, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, ni financier, ni social, dans l'importance de ce que c'est, en fait, tout simplement. Ça se passe à un autre niveau. Voilà. Sinon, alors, rapport entre la science et la littérature de manière plus générale. On pourrait penser comme ça, parce que c'est le thème de la soirée, que le rapport entre la science et la littérature, ça concerne en gros la science-fiction. Évidemment, c'est vrai, ça concerne énormément la science-fiction, mais pas simplement. C'est bien plus vaste que ça. Ça concerne toute la littérature elle-même. Alors, évidemment, le développement, surtout au XIXe siècle, dans le monde occidental de la science, la technoscience, donc des réalisations concrètes que peut procurer la science par la technologie. Mais c'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Balzac. Si vous lisez Balzac aujourd'hui, il y a des choses qui sont quasi illisibles. Enfin, on a du mal à supporter. Parce qu'il s'inspire des sciences dites de représentation par le visage et par la forme du crâne, de la mentalité et de la moralité des gens. Des choses qu'on sait qui est complètement bidon, enfin qui est faux. Mais c'était important au début du 19e siècle. Donc ça s'inspire de ça. Zola va s'inspirer d'autres choses, de choses plus politiques ou sociologiques. Il y a aussi l'influence de la psychanalyse en littérature au XXe siècle, etc. etc. Donc c'est pas uniquement la science-fiction. C'est pareil dans d'autres domaines, pour la peinture par exemple. L'invention de la photographie, ça a révolutionné la peinture. Ça a obligé les peintres à partir ailleurs que dans pure représentation la plus fidèle de la réalité. C'est parti dans l'abstrait, c'est parti dans le pointillisme, l'expressionnisme, etc. Et en littérature, c'est pareil. Il y a une vraie influence des sciences sociales. Alors, les sciences dures, les mathématiques, tout ça, un peu moins quand même. Mais il y a des jeux, même, on peut penser, quelqu'un comme Georges Perec, par exemple, n'était pas insensible aux sciences, parce qu'il a fait des choses qui ressemblent à des partis pris quasi scientifiques. On enlève telle lettre, c'est pas de l'expérimentation. Donc on n'est pas si loin de ça, de la science, de l'influence des sciences, soit sociales, soit dures. Sinon, en ce qui concerne la science-fiction, on va dire elle-même, alors on va dire la science-fiction, c'est quoi? Ça va être des récits qui vont se passer dans le futur,
principalement. Je pense pour le grand public, en gros, c'est ça. C'est principalement ça. Ça peut être des récits qui se passent également dans le passé. C'est ce qu'on appelle des uchronies. Donc dans ce cas-là, le gros plaisir qu'on a, et ce qui va distinguer évidemment du récit historique, qui se veut plus ou moins proche de la réalité, enfin le plus possible, on change des paramètres. Par exemple, telle invention très importante n'a pas eu lieu, genre l'informatique, le moteur à explosion n'a pas eu lieu, on continue à avoir de la machine à vapeur, par exemple, jusqu'au XXIe siècle. Ça va être plutôt ce qu'on appelle le steampunk. On peut faire mourir des grandes personnalités et les remplacer par d'autres. Et ça change l'histoire. Je suis en train d'écrire un roman, par exemple, où De Gaulle mort dans les années 50, quand il n'y a pas de 5e République. Bon, ça change l'histoire, c'est un gros plaisir de narrateur, d'écrivain, mais aussi pour les lecteurs. C'est pas des choses de très récent, hein, ça date quand même de pas mal de temps, mais c'est une des manières de pratiquer la science-fiction, parce que c'est bien à partir de sciences historiques. On parle toujours de science, mais c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, pardon, c'est dans le passé. Il y a aussi d'autres manières de faire, mais bon, globalement, on va dire, c'est comment va évoluer l'humanité en fonction des avancées scientifiques. On peut dire ça comme ça, enfin, en gros, c'est ça. Ce qui va distinguer aussi des auteurs, on va dire, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, ou la perception qu'on a le public, on peut résumer la science-fiction beaucoup par les sciences dures, ou par les réalisations des technosciences. C'est quoi? C'est les fusées, l'informatique, le téléphone, tout ce qui est informatique, ce qui peut donner à les cyberpunk. Je pense que vous avez tous entendu plus ou moins parler de ce mot-là. Ça date des années 80. Et c'est comment incorporer dans le récit. Enfin, c'est même pas des progrès, c'est des révolutions numériques en fait. L'immersion de l'ordinateur d'abord pour l'État, pour la recherche, mais aussi bien plus chez les particuliers. Chez les entreprises, il y a la relation entre les ordinateurs. Donc c'est Internet et c'est le web. Et ça commence dès les années 50. Il y a des nouvelles absolument extraordinaires des années 50 qui annoncent Internet, par exemple. Alors ça n'existait pas, concrètement, ça n'existait pas. On va avoir d'autres influences aussi. Tout ce qui concerne bien les sciences dures, les sciences d'astrophysique, qui va être le monde quantique. Est-ce que c'est possible de dépasser la vitesse de la lumière ou pas? Ça, c'est des problématiques qu'on retrouve souvent en science-fiction et qui peuvent être presque des clichés aussi. Enfin, ça peut être... on ressasse un peu toujours les mêmes choses. Et puis, évidemment, il y a le pendant de ça, qui est moins mis en avant, que ce soit par les auteurs, par les éditeurs, par le public, en fait. Et qui est fondamental, c'est les sciences sociales. C'est-à-dire comment se comportent les gens. C'est le b.a.-ba même de la littérature, parce qu'on peut définir la littérature, moi, c'est comme ça que je la définis de manière générale, c'est à raconter la vie des gens. On peut le faire à travers des chansons, les chansonniers sont très forts pour ça, mais on peut le faire par la littérature. Enfin, c'est ce que fait Marcel Proust, c'est ce que fait... alors j'ai oublié son nom, mais celui qui a écrit Gatsby le Magnifique, c'est la vie quotidienne des super riches aux États-Unis, voilà. La vie quotidienne, c'est un sujet absolument passionnant, et ça interpelle quand même le lecteur. Enfin, qu'est-ce que vivent les gens? On voit au 19e siècle, par exemple, l'immersion, et qui a donné la littérature jeunesse, en fait, d'une certaine manière, c'est l'éruption des enfants dans la littérature. Ça n'existait pas du tout avant, ou très peu. Il y a quelques poétesses au Moyen-Âge ou après à la Renaissance qui parlent un peu des enfants, ou des écrivaines. Ça va donner la comtesse de Ségur, par exemple. Mais c'est quand même assez rare, même aujourd'hui. Enfin, vous prenez 100 romans en général, science-fiction, polar, tout ce que vous voulez en librairie, il y en a 2 qui vont traiter avec des enfants. C'est quasi invisible en fait. Et même moi, j'en suis conscient, j'ai du mal à mettre des enfants dans les récits. C'est pas évident. Mais ça a changé un peu la littérature. Au XIXe siècle, parce que c'est Tom Sawyer, c'est aussi évidemment les récits, ça j'ai oublié son nom. Comment ça s'appelle? Les grands récits victoriens en fait, d'Angleterre, où il y a les récits avec les enfants ouvriers, etc. Mais il y a plein de choses sociologiques qui doivent être incorporées au roman. Que ça soit des théories, que ça soit tout simplement la manière dont les gens agissent entre eux. Et ça, c'est les sciences sociales. Alors on n'est pas obligé d'être féru de sciences sociales ou de lire des revues, etc. Il faut quand même en tenir compte. Il y a plein de romans, voire de films de science-fiction qui paraissent complètement aberrants parce que les gens se comportent bizarrement, sous prétexte qu'on est dans le futur. Souvent, par exemple, les gens sont tristes. Ou alors, on en est resté à 1984, des espèces de tyrannie politique.
On n'est pas obligé d'écrire ça. Enfin, il y a une manière de raconter. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon écriture. Pas tout le temps, hein, pas systématiquement. C'est de raconter la vie des gens, sauf que c'est dans le futur. Voilà, mais il n'y a pas de raison qu'on se comporte si différemment de ça, quoi. À moins qu'on parle d'autres espèces. Voilà. Et si on parle bien d'espèces humaines ou d'espèces animales qu'on connaît actuellement, ils vont se comporter de telle ou telle manière et ça va dire changer. Ou alors pourquoi ça change? Là, c'est passionnant. Mais il n'y a pas que les réalisations technologiques qui vont faire la science-fiction. Il y a bel et bien l'impact qu'elles ont sur la société, parce qu'effectivement, ça peut changer les comportements. Par exemple, il y a une chose, c'est guère amusant, mais ça, dans les couples, dans la vie de couple, dans la vie juridique, la technologie a pris un grand pas, et c'est essentiellement, ça peut impliquer des divorces même, qui sont l'identification génétique, savoir qui est le père, par exemple, c'est une tests de paternité. Avant, ça n'existait pas, évidemment. C'est censé être technologique, concrètement, on ne peut pas le faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas de père naturel. Enfin, le père, on va dire, civil n'est pas le père biologique. C'est une des grandes constantes. En gros, il y a un enfant sur 4 ou sur 5 dont le père civil n'est pas le père biologique. Bon, avant, personne ne le savait, on le soupçonnait plus ou moins, et ça ne faisait pas de drame. Aujourd'hui, c'est vraiment une chose, on est obligé d'en prendre conscience, malgré nous, parce qu'il y a plein de gens qui font des tests de paternité. Parce qu'ils cèdent à la tentation de le faire. Parce que la technologie, en plus, n'est pas très chère. On fait. Ça change les relations sociales. Maintenant, on peut être sûr qui est le père ou qui n'est pas le père. Ça, c'est vraiment de la science, de la technoscience. Pure et dure, même très haut niveau, ça, c'est la génétique. On a de l'utilisation de technologie aussi, qui peut être très très culturelle. Alors, je parle de choses concrètes, hein. Je ne parle pas de fiction, qui est par exemple tout ce qui est, j'ai oublié le terme, je n'ai pas la mémoire des noms, tout ce qui est, faudrait qu'on puisse m'aider, on fait ça aussi pour les femmes enceintes, tout ce qui est, vous savez, on permet de voir l'échographie, voilà. Alors, merci. En France, on utilise ça essentiellement pour voir s'il y a des malformations très importantes ou pas. Dans un pays comme l'Inde, il y a une forte tradition si possible, de tuer les filles à la naissance. Non, on n'a plus besoin de les tuer, on les tue avant. L'échographie sert à sélectionner les garçons, y compris en ville. Et la technologie, elle n'est pas conçue à l'occidental, elle est conçue selon les mœurs globalement de l'Inde, et en fait, ça fait un fort déficit de filles. Parce qu'avant, on faisait ça vraiment comme on pouvait, et en gros, on se trompait. Il y avait quand même beaucoup de filles qui arrivaient à naître. Là, on a des gros déficits démographiques à cause de la technologie. Ça fait que renforcer, en fait. Et le gouvernement indien lutte contre ça, mais en fait, c'est quasi impossible. Les gens utilisent malgré tout l'échographie pour sélectionner plutôt un garçon que une fille. Ça a un impact. Et ça donne à réfléchir pour des auteurs de science-fiction. Si on va jusqu'au bout, parce que moi, c'est sur un thème que je peux incorporer souvent en roman, assez futuriste, c'est la différence démographique entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, on est en fiction, on va pousser le bouchon un peu plus loin, mais souvent dans les mondes, il y a 2, 3, 4, 5 fois plus d'hommes que de femmes, par exemple. Parce que c'est crédible, au sens où ça existe déjà dans le monde réel d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est pas des pures inventions, ça fait un peu peur, mais c'est quelque chose qui est donné, qui est déjà dans certaines mentalités, certaines traditions, et qui est conforté, on va dire, par la technologie, par la technoscience. Voilà, si on peut concrètement, on va revenir plus à la science-fiction même, je peux peut-être plus vous parler de mon expérience personnelle, après les autres auteurs ont des manières de faire, de voir différentes. Vous me dites, par rapport au temps. Bon. Comment on utilise la science et la technique? Alors, soit science dure, réalisation technologique, soit science sociale, et je vais tout mettre dans le même sac, on va dire, pour écrire de la science-fiction. Bon, la première chose, évidemment, quand même, c'est de se tenir au courant. Alors, on va s'abonner, ou alors on va lire en médiathèque les 4-5 revues, dont Science Civile, bon, c'est assez folklorique, donc des fois c'est pas très sérieux quand même, notamment les unes, ça fait un peu rire, on va dire, mais ils sont dans la grande tradition, ils ont toujours été comme ça, de vulgarisation assez délirante, surtout de la technoscience. Les hors-séries sont déjà un peu plus sérieux, c'est plus intéressant, quoi. Sinon c'est la recherche, ou pour la science, comme ça c'est pour la science, et puis Science et Amis aussi, voilà. Après ça devient plus compliqué, c'est des revues plus professionnelles,
bon, si on n'est pas spécialiste, on nage un petit peu quand même. C'est évidemment les essais scientifiques, sur les sujets sur lesquels vous voulez bosser en écriture, évidemment. Ça peut être, alors ça aussi, ça diverge du monde scientifique, même si je pense que la plupart des scientifiques dans ces boulots, ils aiment bien savoir l'historique de la matière dans laquelle ils bossent, évidemment ils s'intéressent à ça, mais concrètement, je doute qu'ils en aient vraiment besoin au quotidien, professionnellement. Par contre, moi en tant qu'auteur, je cherche des idées, je cherche des références. Donc je me fiche qu'elles soient actuelles, en fait. J'aime bien lire quelqu'un, ça j'ai encore oublié le nom, des années 50, qui était biologiste français, qui était un grand vulgarisateur, j'ai trouvé pas mal d'idées chez lui. Ou alors, je lis aussi Buffon, par exemple. Pardon non, c'est pas Axel, il est mort, j'ai oublié son nom. Bref, il a fait des bouquins assez célèbres. Mais peu importe. Donc l'idée d'être daté ne compte pas en fiction. Parce que les bonnes idées peuvent être reprises, elles peuvent être transformées, peuvent être malléables, au sens où mon seul but, au bout du compte, c'est le plaisir de lecture. Je vous parlais de la différence de masse d'argent, de savoir pour qui on travaille. Moi, je travaille à terme pour des éditeurs et pour le lecteur, et pas pour la recherche scientifique. Donc que je produise quelque chose qui va annoncer quelque chose de nouveau, ou qui apporte pour la science, on s'en fiche. C'est pas mon boulot. C'est d'abord le plaisir de lecture, et d'essayer d'amener un univers le plus cohérent possible, en fait. Donc ça suppose de tout lire, peu importe que ce soit de 2015, 2016 ou 2648, on s'en fiche. J'ai pas lu Newton encore, il manque encore un peu de Newton. Alors c'est pareil, je lis pas tout parce que c'est énorme, il y a des milliers de pages à lire, Buffon, c'est 6000 pages. Mais c'est bien de lire ça, et en plus c'est des super auteurs. Alors vraiment, il y a encore des bons auteurs. Aujourd'hui, dans votre salle calme, il y en a quelques-uns pas mal. Mais c'est pas forcément des grands littéraires non plus, ils n'ont pas forcément le temps non plus. Il y a un autre aspect, là, c'est assez technique, et parfois on est amené dans les récits à expliquer des phénomènes. Même si moi j'écris une science-fiction assez sociétale, pourtant c'est la vie quotidienne des gens. Quand même, il y a des moments où je suis obligé d'expliquer des choses pour certaines nouvelles ou certaines parties de romans. Et quand même de lire des scientifiques, ils vous expliquent des choses, et eux c'est leur boulot, ils savent faire ça. Si vous lisez d'autres types de romans ou de littérature, blanche, c'est super important pour l'émotionnel, pour la relation entre les gens. Ça c'est très important, mais au point de vue science, bon, ils ne sont pas là, quoi. Forcément c'est pas leur boulot, c'est pas leur écriture. Donc lire des scientifiques, c'est hyper important, parce qu'ils vous amènent une espèce de capacité à décrire des phénomènes de manière succincte, de manière claire surtout, et de manière pas forcément poétique. Alors moi je peux en rajouter un peu, je peux ne pas expliquer beaucoup de choses, parce que justement ça fait terminer la tête du lecteur, plutôt que tout lui expliquer. C'est pas une thèse, c'est de la fiction, c'est une histoire qu'on raconte. Mais quand même lire des scientifiques, en plus des grands littéraires, donc ça Buffon, ça va même Diderot, enfin l'encyclopédie, des articles de l'encyclopédie, toutes formes de... Voilà, sur tous les domaines, enfin je dis pas tout parce que tout ne m'intéresse pas non plus directement, mais lire des scientifiques, lire la prose scientifique, c'est super important. Et ce ne sont pas des journalistes, ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'un journal où il faut faire court. En général, on a tendance à faire des phrases pas trop longues dans les journaux. Buffon, par exemple, c'est des phrases qui font 40 lignes. Alors c'est très dur au départ, moi je voulais vraiment écrire des phrases assez longues et j'y arrivais pas. Les correcteurs m'engueulaient parce que c'était mal abouti, enfin pas abouti. Il m'a fallu 3-4 ans bien pour apprendre à écrire des phrases qui font 3 lignes. Mais en fait, il n'y a rien de plus normal. Il faut arriver à écrire des phrases assez longues. Ça fait partie de la littérature et le cerveau humain, même pour des gamins qui ont déjà un peu l'habitude de lire, ils y arrivent en fait. Il suffit simplement, il y a des petits gratouillages. Il suffit, voilà, c'est parfaitement normal de lire des longues phrases. C'est normal. On change de micro, c'est la technique. Voilà, ensuite, concrètement aussi, il y a toujours l'idée de qui on sert le lecteur, et on ne sert pas des entreprises ou des instituts de recherche. Donc on peut aussi se permettre d'être plus critique, même si le mot critique il est un peu gênant, disons d'observer. Voilà. C'est que je dis pas forcément négative. Moi je ne suis pas du tout contre la science, je suis plutôt un rationaliste. Et souvent les gens se trompent de colère, par exemple. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, heureusement pas trop dans un pays comme la France, mais qui ont beaucoup d'eau, même qui ont peur des vaccins, par exemple, des choses comme ça.
Je pense qu'il y aurait d'autres domaines de la science à taper dessus, genre l'industrie nucléaire, par exemple. Enfin, ça paraît beaucoup plus cohérent. Les gens n'ont plus aucune conscience de ce que c'est qu'une épidémie. Les gens, ils vont en connaître une, ils vont pleurer. Quoi. Donc voilà. Mais il y a quand même, ne jamais oublier, on ne sert pas la science, donc on peut surtout ne pas suivre forcément ce qui est à la mode ou ce qui est important aujourd'hui. Exemple, les nanotechnologies par exemple. Il y a des romans qui traitent de ce sujet-là de manière même assez apocalyptique. Moi, je ne traite pas du tout, parce que je trouve que littéralement, c'est difficile. Je traite très peu, enfin j'ai quand même trouvé une idée d'un court roman dont je vais le faire, je pense, dans les années à venir, qui traite de l'informatique. Moi, j'ai décidé de ne pas traiter d'informatique dans mes nouvelles, dans mes récits, dans tout mon œuvre, il n'y a pas de... Enfin, c'est un grand mot, mais ça commence à faire un certain volume d'écrits. Il n'y a pas d'informatique. Pourquoi? Parce que j'ai lu pas mal, quelques chefs-d'œuvre de cyberpunk. C'est une espèce de punk, mais cybernétique. Enfin, ça traite de l'informatique, de la relation que ça a sur l'impact que ça a sur la société. Donc c'est très important. Mais en termes de poésie, alors j'ai employé le mot poésie, ça peut paraître un peu bizarre par rapport à la science-fiction, je ne sais pas. Mais par rapport à la littérature, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la poésie, ça veut dire que c'est merveilleux en fait. Il y a un aspect quand même positif. Même si ça peut tourner mal, parfois sur des histoires évidemment, mais j'aime bien que les histoires se finissent bien, qui ont l'air de se finir bien. Pourquoi? Parce que si vous faites que l'apocalyptique, que des complots, que des trucs qui tournent mal, on ne sait même plus où est le talent littéraire, d'une certaine manière, puisque l'objectif c'est de raconter la vie des gens. Et la vie des gens, ça ne se passe pas toujours très mal. On arrive quand même à construire des choses, on arrive à résister, il y a des luttes politiques, etc. Mais ça ne signifie pas forcément l'arrêt des choses. Donc l'informatique, c'est assez drôle, au bout de 50 ou 60 nouvelles, je me suis aperçu que personne, dans les têtes assez proches dans le temps, bien sûr, personne n'avait de portable. J'ai viré le portable. J'en suis resté à une espèce de truc où le web, c'est vraiment les années 30, c'est sinon, l'inspecteur, le commissaire Maigret qui est obligé de rentrer dans les bars pour téléphoner. Parce qu'ils n'ont pas de téléphone sur eux, les policiers. Et tout le monde n'a pas encore de téléphone. Donc c'est plutôt ce forme de borne publique, en fait. Parfois même, il faut mettre une pièce et on peut téléphoner. C'est un peu Brésil, quoi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'impression de se retrouver aujourd'hui, quoi. C'est pas une simple projection, mais ce qui se passe, c'est pas que l'anticipation. On a le droit de décider qu'un sujet très important dans la vie, aujourd'hui, comme l'informatique, n'est pas le même. C'est pas une prolongation. En plus, il y a quand même des auteurs, notamment un auteur australien, quand même assez extraordinaire, il s'appelle Craig Egan, il fait des nouvelles, des romans qui ne traitent pas exclusivement, mais qui traitent beaucoup d'informatique. Et il y a l'idée d'émulation quand même. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas quoi faire mieux que lui. Donc ça ne donne pas envie d'en écrire en fait. Et puis il y a une espèce de... Bon, je ne vais pas vous raconter comment je structure mon univers, ça va être un peu long. C'est pas forcément très intéressant, mais c'est plus porté vers l'industrie biologique. En fait, quelque part, tout ce que j'écris en arrière-fond, ça, je peux peut-être vous en parler, c'est peut-être intéressant. Ça pourrait se résumer à une seule question, un peu comme Zola, dans la série de Rougon-Macquart. Vous savez, c'est une espèce de biographie de la France, à travers quelques familles, avec des théories aussi plus ou moins sur la décadence des gens, comment les gens réagissent par rapport à leurs événements sociaux. Ça s'appelle les Rougon-Macquart, donc il y a eu 20 romans, il y en aurait peut-être eu plus, mais il est mort avant. C'est très cohérent, c'est vraiment la France du 19e siècle. Et en gros, Zola a dit, maintenant on va arrêter les sottises, et on va vraiment vous raconter votre pays. Qu'est-ce qui est important? Les grands magasins, le charbon, l'industrie, la prostitution, bon c'est un truc un peu de base on va dire dans la société, ça bouge pas tellement. C'est aussi la médecine, voilà. Et c'est pas du tout des récits, par exemple, dans les Rougon-Macquart, la Provence, la Bretagne, le centre de la France, tout ça, ça n'existe pas. Ça se résume quasiment à Paris, le Nord, les mines, quoi. Mais en même temps, c'est vraiment ça l'avenir. Donc c'est des vrais choix stylistiques, mais aussi politiques. Et quelque part, tout ce que j'écris peut se résumer par une seule question, c'est comment on va continuer à faire de l'industrie dans un monde fini, y compris le système solaire, parce que le système solaire aussi est un monde fini. Il y a beaucoup plus de ressources, évidemment, que sur Terre simplement. Mais comment on fait? Et en fait, petit à petit, ça développe l'idée d'une industrie qui va beaucoup plus se tourner vers la biologie.
Et notamment tout ce qui est informatique, en fait, est de l'ordre du vivant, et pas de l'ordre de la silice, en fait. Alors tout ça reste très poétique, hein, je ne sais pas comment ça marche, mais ça amène un autre type de relation aux machines, parce que certaines peuvent être plus ou moins vivantes, et surtout, tout ça est renouvelable. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du vivant, les arbres meurent, laissent des graines, ça refait d'autres arbres, etc. Alors si on se contente des matières fossiles, on ne va pas aller bien loin parce que c'est pas renouvelable en fait. Enfin, c'est toutes les problématiques actuelles. Hein. Alors, les problématiques sont très actuelles, mais la forme que ça prend, il n'y a pas d'informatique contemporaine, il n'y a pas forcément des super machines avec cybernétique, il n'y a pas de robots, ou quasiment pas de robots. Dans pas mal de domaines nouvelles, les robots par exemple servent à amuser les chats. Mais ils sont totalement subalternes. Il n'y a pas de robots, c'est plus remplacé par des animaux intelligents en fait, qui est plus de l'ordre de la technologie biologique. Parce qu'il y a aussi un grand axiome de base. Apparemment, l'humanité a beaucoup de mal à vivre toute seule. Elle est accompagnée, alors à l'intérieur de notre corps, il y a la flore intestinale, mais qui ne fait pas véritablement partie du corps humain, parce que ça vient de l'extérieur. On est accompagné de personnages imaginaires dans nos têtes. Alors, il n'y a pas que la fiction, mais il y a surtout les dieux, les divinités, les semi-divinités, les êtres de la forêt, enfin, tout ça. Mine de rien, ça nous accompagne quand même depuis longtemps. Partout sur le globe, enfin, peu importe, il y a des légendes. Ces espèces de gens imaginaires, c'est l'Iliade aussi évidemment, l'Odyssée, tout ça. Mais c'est lié à tous les peuples ont des imaginaires. Et c'est des sortes de gens, de choses, même parfois c'est même des forces. Parfois ça même pas de... C'est pas concret, c'est pas forcément la forme d'un animal. C'est même quasiment unique, dans le cas du monothéisme, ça n'a même pas de forme, en fait, quasiment. Une espèce de force primaire. On est accompagné d'animaux. Probablement, un des premiers compagnons, c'est le chat ou le chien, d'après ce qu'on peut savoir. Ensuite, il y a le cheval. Ensuite, il y a plein d'autres animaux, il y a plein d'espèces de chiens et de chats qui sont très récents. En fait, ça date quasiment du 18e, 19e siècle, notamment d'Angleterre, parce que les gens étaient riches, ils avaient besoin de choses, ils ne savaient pas quoi faire de leur argent. Donc, on a inventé plein de races de chiens domestiques, en fait. Alors qu'avant, il y avait des races de chiens essentiellement pour l'agriculture, pour les moutons, pour surveiller les vaches, tout ça, enfin les chèvres, les troupeaux, pour surveiller les troupeaux, on va dire, globalement. Voilà. Et donc l'idée, c'est de prolonger cet effort d'accompagnement. Et l'accompagnement actuel, c'est plus de l'ordre du robot. Même si le robot, il faut bien distinguer deux choses, aussi bien dans la vie réelle que dans la vie de fiction. Il y a le robot, on va dire, physique, en 3 dimensions, c'est le robot qui travaille dans les usines. En gros, c'est des bras mécanisés, enfin, plus ou moins. Il y a le robot humanoïde, soit tout petit, un peu sous forme de jouet. Il y a en France, il y a une entreprise qui s'appelle Nao, je crois qu'ils font des petits robots assez sympas. Mais c'est un côté quand même assez futile. Enfin, la seule utilité, on l'en trouve, c'est par rapport à des enfants ont des troubles de la relation. Que ce soit des enfants qui sont atteints de trisomie 21 ou d'autres choses, qui ont du mal à lire les émotions, en fait, je crois. Et les robots, ça leur va très bien. Parce que les robots sont stables au niveau du visage. Ils ont une relation plus facile. Bon, c'est quand même un robot comme ça ressemble plus à des jouets qu'à des choses hyper utiles. Et puis il y a des robots numériques qui sont très très importants, ça s'appelle Google par exemple. La barre de recherche de Google, c'est une sorte de robot qui va travailler dans le web, qui va trier et trouver des pages. Ce qu'on ne peut pas faire nous humains, on n'y arrive pas. On y arrive dans une bibliothèque, même y compris, franchement vous avez connu le système des petites fiches où on va chercher sur l'auteur, sur le thème. Ça on y arrive, même s'il y a 15 millions de volumes, on peut y arriver. Dans l'informatique et dans le web, on peut pas, donc on utilise des robots, qui sont des programmes en fait. Mais c'est bel et bien des robots. C'est une fonction robotisée au sens où ça supplée l'être humain, quoi. Voilà. Et donc dans les écrits que je développe de manière plus personnelle, ce qui va remplacer les robots, c'est les animaux intelligents. Donc ils sont dotés de fonctions cérébrales supérieures à ce qu'ils ont. Et petit à petit, ils acquièrent une sorte d'intelligence. Et en fait, quelque part, on rejoue une espèce de nouvelle classe ouvrière, en fait, sans le dire. Et c'est assez poétique parce que c'est lié à l'enfance. On a tous aimé les récits enfantins des animaux, ou moins enfantins d'ailleurs. Donc c'est une manière de toucher le public. Moi j'ai bien aimé. Alors c'est pas du tout des choses préconçues. Hein. Je pense que chaque auteur trouve des trucs parce qu'il s'y sent bien dedans. J'ai fait une nouvelle où j'ai fait parler un animal, ça m'a plu et après j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais en faire. Et c'est toujours dans l'idée de remplacer une industrie, on va dire, basée sur le métal, basée sur la silice,
plus une industrie basée sur le cellulaire, la cellule plutôt, donc le vivant. Et finalement, l'animal remplace le robot, voilà. Pour partie, parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de tenir compte, pour écrire des récits de science-fiction qui ressemblent à la vie réelle, le plus possible, même si c'est très imaginatif, même si ça se situe dans 3 millions d'années, il faut que chaque ligne soit crédible. C'est comme un roman historique, un roman d'amour, un roman de n'importe quoi, peu importe la nouvelle, ou un roman policier, il faut que ça soit crédible. Or là, on se situe dans des univers qui n'existent pas normalement. Enfin, théoriquement, que ce soit Asimov, Anti-Robot, que ce soit plein d'autres auteurs, peu importe, c'est quand même, ça n'existe pas. Il faut que ça arrive à exister dans vos têtes. Dans la mienne d'abord, dans la tête des auteurs, dans la tête des éditeurs en disant ça va marcher, ça c'est intéressant, et puis ensuite dans la tête des lecteurs, quoi. Il y a 3 étapes, et à chaque étape, il faut que ça arrive à fonctionner quand même. Donc, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Alors, je parlais de quoi? Des robots intelligents, des animaux intelligents? Oui, si, je sais. C'est en fait, il y a des cycles, comme aujourd'hui la machine à vapeur n'existe plus dans le monde quasiment, à part sous forme de jouets. Mais je doute qu'il y a encore des industries aujourd'hui qui utilisent la vapeur, qui utilisent les rivières encore pour produire de l'électricité. Oui, il y a des pays qui utilisent encore pas mal ça, des petites industries. Et pourtant, c'est une révolution fabuleuse au 19e. Ça a disparu. Mais certaines technologies ne disparaissent pas. On continue à ferrer les chevaux, même si les chevaux, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, notamment en Occident. On ne traite plus les péniches par des chevaux. Les péniches ont des moteurs à explosion aujourd'hui, ou des moteurs électriques bientôt. Et on voyage assez peu en cheval. Enfin, c'est plutôt les voitures aujourd'hui. Voilà, mais on continue ça. Et les technologies ne sont pas forcément balayées comme ça. Certaines cohabitent en fait. Exactement, un certain type d'écriture informatique vont cohabiter. Il n'y a pas de renouvellement total des programmes informatiques, par exemple. Je me suis un peu intéressé à ça, même si je ne vais pas sur l'informatique. En fait, il y a le langage C, par exemple, qui est un des premiers langages, il y a le langage Pascal. Enfin, il y en a des dizaines, en fait, qui ont été inventés, d'abord pour les grosses machines, parce que l'ordinateur individuel n'existait pas il y a 50 ou 60 ans. Et en fait, petit à petit, tous ces langages se sont agglomérés. Et dans ce que vous avez dans vos téléphones portables, par exemple, dans les smartphones, vous avez encore du langage C de base. C'est des couches successives, donc rien ne s'oublie en fait. On utilise ça parce que c'est bien fait. Il n'y a pas de raison de tout refaire en fait. Donc par exemple, si moi j'écris des mondes où il n'y a pratiquement plus d'industrie mécanique au sens actuel, où toutes les machines sont plus ou moins vivantes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de robots. Parce que certaines fonctions, elles nécessitent des robots. Mais en même temps, ces robots ne sont peut-être pas très développés parce que l'industrie qui est censée les produire est marginale. Elle ne peut plus innover. Il n'y a plus le financement pour. Donc ça stagne un peu. Ou alors les robots, c'est pour les enfants, quoi. Voilà, pour amuser les enfants. Et c'est plus très important dans l'industrie globale. Voilà, je vais peut-être arrêter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Écoutez, j'avais beaucoup de mal à vous arrêter parce que vous êtes tellement passionnant et vous maniez tellement bien votre sujet que c'est un vrai plaisir. Je pense que ça serait quand même le moment de faire un peu de dialogue avec la salle. Bien sûr. Pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, après on fera le quiz. Ouais. Voilà, donc le micro que j'ai est à votre disposition. Qui se lance pour la première question? Pas trop dur. Je vais le préposer à la première question. Trop au cap, ça va être difficile, je me faisais rude. Alors, une question très simple au départ, c'est est-ce qu'en fait, il n'y a pas une projection d'angoisse parce que pour l'écrivain ou le réalisateur d'un film ou d'un roman, parce que vous parliez justement en fait, de l'ère du silicium, et en fait, ça fait une impression de rejet, comme si en fait, c'est plus la biologie, en sachant que la machine prend de plus en plus de part, l'intelligence artificielle, le silicium qui va être sans doute remplacé par autre chose, etc. Et en fait, est-ce que l'écrivain aussi, ses peurs, en fait, il les met sur papier et certaines choses qui sont rejetées parce que la science et la technologie du futur. Là, vous parliez, c'est assez étonnant et amusant, vous parliez que ça sera plus des robots, par exemple, juste des chiens, alors qu'on a plutôt tendance, c'est qu'en fait, l'humain va être complètement... On va bientôt aller dans un ère de transhumanisme.
On ne sait pas si dans une génération 2 il y aura des cyborgs et puis l'intelligence artificielle. Et là j'ai l'impression qu'il y a un certain rejet. Alors est-ce que justement, voilà. C'est pas un rejet parce que je m'y intéresse. Simplement, moi je dois faire une œuvre littéraire de fiction. Et par nature, la fiction, c'est pas la réalité. C'est-à-dire, moi je fais pas des essais, je travaille pas pour le CNRS, je fais pas des études, des études sérieuses, on va dire. Donc j'ai une totale liberté de raconter ce que je veux, en gros. Après, une fois les règles sont fixées, il ne faut pas trop en bouger. En gros, il ne faut pas raconter n'importe quoi, ça serait cohérent. Enfin, moi, à titre personnel, je ne rejoins pas du tout l'informatique. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je dois faire une fiction. Donc, je dois faire des choix. Si je traite que de l'informatique, si je fais du cyberpunk actuellement, qu'est-ce que je raconte d'autre? Comme j'essaie de documenter aussi bien dans la bande dessinée, ça, j'aurais pas parlé, pour en parler peut-être après le quiz, la répartition entre les auteurs de cinéma, de bande dessinée et de littérature. Mais il y a beaucoup de choses, et il y a des choses très bonnes qui ont été écrites. C'est lié aussi au monde de l'entreprise. Cyberpunk, c'est souvent des entreprises méga qui remplacent en gros les États, ils sont surpuissants comme les États, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Certaines entreprises ont, enfin il y a très peu, mais certaines entreprises ont le budget, le chiffre d'affaires, les revenus de petits États, par exemple. C'est le cas de certaines entreprises soit au Japon, soit aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, c'est surtout la Californie, on va dire, côté informatique. Donc c'est pas un rejet, simplement le lecteur trouvera autre chose. Voilà. C'est pas une peur, c'est pas. Moi justement, j'essaie de raconter la vie quotidienne des gens. Alors je suis forcé par certains moments de passer par le récit apocalyptique, parce qu'il y a des choses tellement bonnes à dire aussi là-dedans, mais c'est marginal. Enfin, pour l'instant, j'ai un roman presque fini là-dessus, un petit roman. Ça parle d'une apocalypse, mais qui vient d'une bactérie. On revient à une chose de. C'est l'histoire d'une bactérie, alors ça a déjà été publié sous forme de nouvelles, j'ai développé l'histoire. C'est une bactérie qui est censée manger la rouille, qui finit par manger le métal, qui se répand sur la Terre. Mais la forme du récit n'est même pas apocalyptique. Il y a une autre apocalypse qui va venir dans les dernières lignes du récit. Ça part à nouveau de biologie, et voilà, j'ai concédé le fait de faire un truc apocalyptique. Mais sur 200 histoires que je racontais, je raconterai, il y aura 3-4 apocalypses, pas plus. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Ou, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs dans ce que j'écris. Il n'y a pas de peur de l'informatique, c'est simplement des choix. Il y a un moment où vous êtes chercheur en sciences médicales, vous n'allez pas chercher sur tout. Vous êtes obligé de faire des choix. Enfin, si vous êtes amoureux de 3 personnes à la fois, il va bien falloir en choisir une au bout d'un moment. Non mais c'est bête. Mais c'est des choix, c'est tout. Il n'y a pas de peur, pas vraiment. Mais simplement, l'informatique, c'est déjà tellement écrit. Voilà, j'aurais très bien pu décider, parce que je me passionne, ou parce que je suis un dingue d'informatique, je me serais orienté là-dedans, et peut-être j'aurais trouvé des choses vraiment nouvelles. Sauf que, voilà, ça s'est pas passé comme ça, et c'est pas grave. Voilà. C'est plus des contraintes artistiques et littéraires. Deux questions. Juste, vous venez de citer Mr. Nobody ou pas du tout? Ah non, j'ai pas entendu. Vous venez de citer Mr. Nobody ou pas du tout? Juste pour savoir. En fait, Non. Ok, merci. Oui, parce que dans le film, il est amoureux de 3 personnes en même temps. Ça, Enfin, voilà, dans bref. 2 ou 4. Ok. Sinon, la vraie question, c'est, je voulais savoir, est-ce que vous lisez des bouquins de science, ou alors ça vient totalement de votre tête, de votre propre univers, ou alors est-ce que vous vous renseignez sur comment marche un robot, comment marche une cafetière, est-ce qu'il y a un travail en amont de choses très De concrètes recherche, ou... oui. Alors c'est obligatoire. C'est obligatoire par précaution. D'abord, les idées viennent souvent d'articles scientifiques, ou alors parfois je trouve confirmation quelques semaines, quelques mois après. Notamment, là, je vous ai parlé de la bactérie qui mange la rouille. J'ai fini la nouvelle, je l'ai envoyée pour un concours en décembre d'une année, je sais plus, il y a 3-4 ans. Et en janvier, j'ai lu un article dans Sciences et Avenir, par un entrefilet, où il parlait d'un chercheur d'un labo qui développait une bactérie pour manger la rouille. Alors peut-être je l'avais lu avant, je ne sais pas, peu importe, on s'en fiche. Mais en fait, c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi si vous ne pouvez pas vous permettre de dire une grosse connerie au milieu d'une nouvelle ou d'un roman, vous pouvez flirter la réalité, parce que c'est la base même de la fiction, ça c'est établi. Vous pouvez développer des univers impossibles, selon des règles physiques impossibles, des super romans.
notamment de Christopher Forrest, je ne sais jamais son prénom, c'est un auteur anglais très très bon, qui a écrit des bouquins dont il tirait des films aussi très très bons. Notamment c'est Le Monde Inverti, je crois. Je ne sais pas comment il s'appelle ce roman. Et les règles physiques, de gravité notamment, ne sont pas les mêmes. On peut tout à fait faire des univers où ça ne marche pas. Mais je pense qu'il a quand même lu ce que c'est la gravité. Sinon, il va dire une bêtise. Il faut éviter parce que ça va arrêter le lecteur ou la lectrice. Et c'est gênant. Parce que d'abord, vous-même passez pour un con. C'est-à-dire, vraiment, c'est pas votre sujet. Vous avez beau pas être chercheur, quand même, il faut la crédibilité. Il faut que ça soit crédible à défaut des véridiques, à défaut des vrais. Donc, si je m'intéresse, je sais pas. Oui, par exemple, parlons des animaux transformés, c'est-à-dire ils vont transformer au niveau de leur cerveau. Donc, pour l'instant, je n'évoque pas trop le détail de comment ça va être. Il y a une nouvelle, un roman où je vais aborder ça plus frontalement. Alors, en gros, je vais raconter l'histoire de cette science et de cette industrie, surtout de transformation des animaux. Là, il faut quand même que je prenne 3 heures, je vais aller sur Wikipédia, je vais prendre un bouquin sur la structure du cerveau. Ça ne veut pas dire que je vais reprendre les mots, je vais changer un peu les mots. Par exemple, dans mes nouvelles, le web s'appelle le Webby, souvent. J'ai changé le mot pour faire plus futuriste, voilà, c'est très proche du mot actuel. Mais au moins, il faut que je sache quand même. Évidemment, je sais vaguement comment est fait un cerveau animal, enfin, de mammifère au moins. Mais c'est pas suffisant, il faut savoir. Donc, effectivement, il y a un minimum de recherche. Là, j'ai amené un bouquin, par exemple, qui m'a énormément confirmé et influencé sur l'histoire énergétique du monde. Donc, ça s'appelle Voyage dans le futur, c'est l'aventure cosmique de l'humanité. Son titre un peu pompeux. En fait, ça raconte l'histoire ancienne de l'humanité selon la recherche de l'énergie. Donc, c'est d'abord le feu de camp, enfin le feu de bois. Ensuite, confiner le feu de bois dans des fours. Ensuite, c'est la machine à vapeur, l'énergie électrique, le solaire, le nucléaire, etc. Et ensuite, c'est comment on peut transformer, par exemple, Saturne et surtout Jupiter en soleil. C'est très futuriste, mais c'est super intéressant. Il raconte une histoire par l'énergie, par la quête de l'énergie. Voilà, ça m'a bien influencé, c'est un bouquin qui est sous-jacent à tout ce que je peux écrire, en fait, éventuellement. Donc c'est quand même important de lire des écrits scientifiques, des essais, des livres, ou de se renseigner très doctement, on va dire, tout simplement pour ne pas dire conneries. Je voulais poser la même question sur les relations humaines. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce... Enfin, est-ce que vous avez fait le même travail sur les relations humaines en se renseignant comment ça marche Alors je dirais nettement moi. Non, je lis pas la presse psychologique. C'est plus du ressenti là, à ce moment-là. Je suis de les rendre au bouquin, le psychanalyse, il y a très longtemps. En fait, c'est pour moi intuitif, là c'est le talent de l'écrivain. Enfin, vous êtes capable de raconter des histoires humaines ou pas, quoi. Enfin, après, si c'est vraiment transformé par une certaine technologie, ou si c'est très particulier, par exemple, je me suis fait un gros dossier que j'ai même pas lu entièrement d'ailleurs, j'avoue, sur les types de relations au pouvoir, plutôt sur les types de pouvoir politique, hein, j'entends. Alors c'est à la bête, parce qu'on en est resté à la démocratie, théocratie, plutocratie, qui est le pouvoir de comment dire, de la capacité de la nullité, on va dire. Ça peut être la dictature, mais la tyrannie, la différence entre dictature et tyrannie. Et en fait, j'aurais trouvé une bonne cinquantaine. Donc ça va m'aider à savoir quel type de pouvoir existe, comment c'est organisé. Et ça, c'est la culture générale. C'est un travail de fond, en fait. À la limite, ça servirait d'autres auteurs qui n'écrivent pas de la science-fiction. Il y a une part de littérature de science-fiction qui n'est pas de la science, qui est de la littérature. Banalement, et on voit aussi, il y a pas mal de... Enfin, moi, j'achète très peu, je lis très peu d'auteurs de SF contemporains. Très peu. Vraiment, si c'est sur mon sujet, parce que ça me plaît pas, en fait, je suis pas content, c'est pas assez bien écrit. Fatalement, dans le passé nous ramène ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est fatal. C'est, en gros, ou dans ce qu'on peut juger meilleur aujourd'hui aussi. Ça aussi, ça peut varier tout le temps. Donc c'est vachement plus important pour moi de lire Marguerite Yourcenar que certains auteurs de SF. Ils sont marginaux, ils ne sont pas intéressants, surtout au niveau d'écriture où il n'y a pas de... Là c'est un jeu.
crois qu'il n'y a peut-être pas de piles, non? Il y a des piles à l'intérieur. Si, celui-là il marche là. J'ai pas la lumière. C'est pas grave. Pas grave, ça marche. Il n'y a pas de lumière. Ouais, non, je fais pas de grandes recherches sur tout ce qui est relation. Par exemple, j'avais acheté un bouquin sur les bidonvilles. Et j'ai écrit la nouvelle sur les bidonvilles où il y avait des bidonvilles, je crois. J'ai même pas lu le bouquin, je l'ai passé à un ami correcteur. Je me suis dit, en fait, je suis con, je le sais, quoi. J'ai 3 pages et c'est pas la peine. Tout ce qui est vraiment de l'ordre de la. Il y a certaines choses qu'on doit savoir. On doit être des sociologues intuitifs, en fait. Si on est obligé de lire plein de choses sur le couple pour écrire une histoire du couple, on a un problème. On devrait pouvoir le faire instinctivement. Enfin, alors, je dis pas à 6 ans. Hein. À partir d'un certain âge, on peut tout faire normalement. À un certain niveau. Après, on ne peut pas atteindre. J'ai écrit une nouvelle, par exemple, qui se passe en Inde. Notamment, là, c'est la nouvelle sur la fameuse bactérie mangeuse de métal. Bon, je n'atteindrai jamais le niveau littéral de Salman Rushdie. Je ne peux pas l'atteindre. Je le sais. Mais on peut éviter de dire des grosses sottises en étudiant un peu le pays. Et c'est même des choses générales, en fait. Et on peut décider de ne pas être exotique. La nouvelle, elle est contemporaine et c'est pas quasiment aujourd'hui. Enfin, le roman, maintenant. Et c'est l'Inde d'aujourd'hui. Il n'y a pas que le folklore qu'on fait. La France est très exotique pour d'autres gens venus d'ailleurs. Mais voilà, on passe pas notre temps à boire du cidre, à manger des crêpes. Je voulais te dire que ça serait bien de passer le quiz maintenant. Ça fait 1 heure qu'on discute. Le temps que tu te prépares, je voudrais poser une question très pratique. Comment organisez-vous votre travail entre la lecture dont vous nous faites part et qui est importante, et puis l'écriture qu'il faut bien faire à un moment ou l'autre? Oui, c'est vrai. Lecture et relecture, c'est un travail important. Alors, j'ai décidé de devenir auto-SF il y a une dizaine d'années. Donc, en gros, on peut dire que ça serait parti à 50-50 à peu près. 50% du temps à écrire et à relire, voire à lire la documentation aussi, parce qu'il faut la faire, c'est un gros boulot. Moi je dirais, la documentation ça se ralentit sérieusement parce que j'ai accumulé quand même pas mal de choses dont je me resserre. Là ça s'est un peu calmé on va dire. J'ai lu les 2 premières années, j'ai dû lire à peu près un livre tous les 3 jours de fiction pour me remettre à niveau en fait. Tous les grands classiques, voilà. Attention, hein, les romans des années 50 c'est 200 pages. Hein. C'est pas les gros pavés d'aujourd'hui donc c'est beaucoup plus facile à lire. Donc j'ai dû lire 200-250 livres de SF, des recueils de nouvelles pour me remettre à flot en fait. Parce que j'en ai lu pas mal à l'adolescence autour de 20 ans. Ensuite je vois à peu près un film par jour, en moyenne. Ou épisode de série, enfin peu importe le soir, hein, comme pas mal de gens. Parce que c'est une culture de. En fait, l'idée c'est pas simplement de savoir tout ce qui soit SF, mais c'est d'acquérir des bases pour écrire des histoires. Donc c'est la narration. Comment on raconte des histoires. Ça peut paraître con, mais alors là, ça ressemble beaucoup à la science. Il faut être au courant de ce qui se fait. Un scientifique va peut-être passer, 3 heures par jour à lire la presse. Pas la presse spécialisée, je veux dire de science. Vous allez voir sur le web les articles pour se tenir au courant de ce qui se fait. Donc, en littérature, on est peu d'auteurs. Il n'y a pas grand-chose, même dans le monde. Enfin, aux États-Unis, ça s'est un peu écroulé. Il y a très peu de grands auteurs à lire, enfin, dans les 15-20. Les sorties là, après c'est l'historique de la littérature de la SF. Sinon, je lis beaucoup de bandes dessinées, donc on pourrait voir un peu ce que je lis. J'ai mis quelques trucs, parce que là, la production est dantesque. Pas seulement française, bien sûr, mais en France, on importe énormément de bandes dessinées. Donc c'est un pays assez génial. Et la qualité, notamment en science-fiction, c'est délirant. Enfin, ça dépasse totalement la littérature, en fait. C'est pour ça d'ailleurs je me suis mis à la scénarisation de BD, petit à petit. Parce que c'est vraiment, d'abord je n'en ai pas tout seul, on travaille avec dessinateur ou dessinatrice. Donc ça c'est plaisant. Il faut les trouver encore, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment un domaine hyper important. Donc en gros, oui, 50% de temps pour l'écriture. Pour la lecture, la relecture de mes propres écrits, la lecture de la documentation. Et l'autre partie, c'est visionnage de films. En gros, tout ce qui se fait dans l'ordre de la narration. C'est vrai, le streaming, j'avoue, je fais pas mal de streaming. Ça m'a permis de voir beaucoup de films noirs, par exemple. De films policiers, même qui ne sont pas en France. Il y a des trucs vachement bien dans la manière de raconter les histoires. Les séries, bon, j'en parle même pas. Au départ, j'avais un téléviseur qu'on m'a prêté, donc j'étais obligé de me coucher à 3h du matin pour voir des séries. Après, j'ai compris qu'il y avait le DVD, c'était bien. Puis maintenant, il y a le streaming. Moi, j'achète quand même des choses.
je ne me contente pas de regarder illégalement. Mais savoir ce que font les autres, et pas qu'en SF, c'est super important, et pas qu'en littérature. Voilà. Et il y a aussi un autre avantage de voir des films et de lire des BD. Je ne copie pas directement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas le même domaine. L'idée de copier, ça va être déformé. Si vous lisez que des auteurs de SF, fatalement vous allez les copier, c'est un peu gênant. Donc, parce qu'on ne maîtrise pas exactement, on arrive quand même à maîtriser, mais c'est quand même plus délicat, je pense, qu'un film. Un film, vous écrivez, vous faites des plans, vous montez des plans, vous devez arriver à voir si vous copiez un truc d'un film que vous avez vu, c'est peut-être un peu plus facile. Alors quand vous lisez des livres, il y a des milliers de lignes. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus savoir si vraiment vous copiez, c'est un peu plus dur. Je suppose, après, voilà. Donc 50% pour les autres, on va dire 50% pour moi. Ouais. Alors oui, tout ce qui concerne, alors, on va dire purement science-fiction, ça dépend les continents, ça dépend les pays, mais en gros, en France, puisque c'est un pays qui a énormément de production de bande dessinée, qui produit d'ailleurs, ou qui diffuse des auteurs européens, d'Italie, d'Espagne, enfin bon, un peu partout. Pour une idée, en Espagne, par exemple, il y a 3-4 gros éditeurs de bande dessinée. Alors, en France, il y en a une vingtaine, quoi, à peu près. Donc, pareil pour l'Italie, en nombre de personnes aussi qui en vivent ou qui arrivent à se reconnaître, c'est multiplié par, je sais pas, 10, 20, 15 par rapport à l'Espagne ou l'Italie. Et alors, en termes de science-fiction, par rapport au nombre de livres, par rapport à la qualité, par rapport au nombre de personnes qui peuvent écrire, dessiner des histoires, alors, on va dire qu'ils font partie de la science-fiction, c'est pas forcément futuriste, c'est ou qui traitent tout simplement de thèmes scientifiques aussi. C'est énorme. Comparé de la littérature, c'est l'écart, je sais pas, c'est de 1 à 20 ou 25. Quoi. Pour une personne qui crée de la science-fiction, il y en avoir 20 qui va dessiner de la science-fiction, à haut niveau, je parle. Donc, voilà, c'est pour ça que je lis assez peu de SF, paradoxalement. En tout cas contemporaine. Il y a quelques super grands noms d'auteurs toujours vivants. Il y a Serge Brussolo en France, quand même très fort. En termes d'imaginaire, après il y a aussi Ayerdal aussi, bon, qui est décédé malheureusement. Il y a Pierre Bordage, qui n'écrit pas que de la SF, il écrit de la SF, c'est quand même pas mal. Voilà, on n'a pas forcément des auteurs très très pointus sur la technologie de pointe, genre l'informatique, ça va être plus des gens anglo-saxons, ou des Européens, mais plus anglo-saxons. Alastair Reynolds. Alors là aussi, il y a une différence de taille entre auteurs. Je reviendrai à la bande dessinée après. C'est les auteurs comme moi qui ne sont pas des scientifiques professionnels, ou qui ont abordé ça. Moi, j'ai fait un doc de physique, mais bon, ça reste encore gentillet, on va dire. C'est encore abordable par des gens moyennement intelligents. Après, on passe à un stade plus difficile. Et puis, pratiquer un métier, c'est autre chose que de faire des études sur l'activité. C'est encore autre chose. Alastair Reynolds, c'est quelqu'un qui travaille, je crois, alors pas au CERN, c'est l'Agence spatiale européenne. ESA, comment ça s'appelle l'ESA, oui, l'ESA. Voilà, aujourd'hui, il ne travaille plus à l'ESA parce qu'il arrive ses romans se vendent bien depuis quelques années. C'est un type très très fort en termes d'univers. Moi, j'ai lu son premier roman, j'ai rien compris. C'est trop dur. Il y a une série en 3-4 romans. Et j'ai pas lu la suite, mais j'ai bien senti qu'il se passait un truc quand même. Les nouvelles, les petits romans sont plus abordables. Et Greg Egan, alors je crois, lui, il travaille pas vraiment dans le... Je crois, je vais me tourner vers un de mes correcteurs. Est-ce que Greg Egan est informaticien ou pas? Tu sais? Je crois. Oui, il est quand même docteur en physique. Il n'y a pas de mystère. Hein. Pareil pour Asimov, qui était un scientifique, un vulgarisateur. Donc vous devez le connaître, c'est lui qui a écrit la série Fondation et plein d'écrits sur les robots. Bref, il y a une différence de taille entre des gens qui sont capables de sentir vraiment à très haut niveau ce qui se passe au niveau scientifique, et puis des gens comme moi qui sont au niveau de la vulgarisation. Quoi. Même si j'ai pratiqué un peu les équations de relativité restreinte, par exemple. Mais bon, c'est quand même... voilà, donc là, il vaut mieux se tourner vers une forme de SF. Alors, soit il faut très bien se documenter, soit il faut être plus au niveau d'une poésie sociale, ce que j'essaie de faire, plutôt d'essayer de faire des romans de art science. Ce qu'on appelle art science, c'est vraiment la science pure et dure, assez peu sociétale quand même, pour dire,
est plus tournée vers les très hautes technologies. Et là, c'est le grand délire, on peut y aller à fond la caisse, et c'est super plaisant. Et d'une certaine manière, notamment Claire Egan arrive à recréer une sorte de poésie informatique. Elle a des phrases où les 3 quarts des mots n'existent pas, quoi. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est un genre à soi tout seul, mais il faut être doué pour ça, il faut quand même avoir les bases du savoir. Je pense pour faire ça, et c'est difficile si on n'est pas, j'allais dire, du sérieux, quoi. C'est pas évident. Ça doit être possible, notamment pour des nouvelles, mais faire une œuvre entière là-dessus, c'est un peu risqué, donc je ne m'y suis pas risqué. Voilà. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'aborde pas forcément les très hautes technologies. C'est toujours dans l'idée d'écrire bien et de se dire, de comprendre ses propres limites, en fait. Et pas forcément pour les franchir, mais pour passer à côté et écrire autre chose, en fait. Alors, côté bande dessinée, il y a une ASF qui a vraiment des trucs absolument extraordinaires. Il y a aussi une liberté, alors certes visuelle, qui n'est pas des mots, mais une liberté pour raconter des histoires avec du dessin, qui est même largement supérieur au cinéma, en fait. Le cinéma est beaucoup plus conformiste en termes de science-fiction. Il y a quelques chefs-d'œuvre, il y a quelques films beaucoup plus intéressants, souvent à petit budget, parfois aussi qui sont, alors pour le coup, très sociétales. C'est vraiment les sciences sociales, enfin les sciences sociales, c'est un mot un peu pédant peut-être, mais c'est la relation entre les gens dans le futur, notamment par rapport à la génétique. Alors je me souviens pas du titre, mais c'est vraiment un film, on ne ressort pas complètement indemne, c'est sur le clonage humain. C'est un film avec Eva Green, donc les autres acteurs sont moins connus. Je pense que vous voyez qui c'est une actrice qui joue notamment dans les films de Tim Burton. Voilà, elle est assez célèbre. Et c'est une dame assez jeune, je crois autour de 30 ans. Elle perd son mari, elle était follement amoureuse. Bon, alors après une grosse déprime, elle décide d'avoir un enfant. Sauf que avec le clonage, elle récupère des suites de son mari et son enfant, c'est le clone, en tout cas le clone physique. Hein. C'est pas la même personne, bien sûr. C'est l'enfant a l'apparence de son mari, en fait. Évidemment, le gosse grandit et le gosse devient adulte, enfin adolescent. Et toute l'histoire, c'est la relation de cette femme avec son fils qui ressemble à son mari et à son amant, quoi. C'est pas mal. Et alors là, il n'y a pas de technologie. Hein. Enfin, je ne sais même pas s'il y a un plan chez le médecin. Quoi. C'est purement relationnel, mais cette relation ne peut exister que grâce à la technologie. Donc c'est bel et bien un film de science-fiction pur et dur. Mais il n'y a pas il n'y a pas le fratras que nous a montré notre ami de robotique, enfin le truc. Parce que ça aussi, je veux dire, la science-fiction, c'est un déballage de clichés éternels aussi, comme dans d'autres genres. Hein. Il y a pas de, on ne réinvente pas tout à chaque fois. On parle de 2001 l'Odyssée de l'espace, par exemple, c'est un film où l'ordinateur HAL parle. Il y a une voix. Pendant 20 ans, je crois que c'est toi, Greg, qui m'avait fait la remarque, pendant 20 ans, dans tous les films, l'ordinateur parlait. Parce que c'était une mode. Dans certains films, ça n'a aucune raison d'être. Enfin, c'est parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme... c'est une sorte de mode, c'est pas forcément critiquable en soi. Hein. Du moment qu'on arrive à en sortir à un certain moment, ça va. Et aujourd'hui, par exemple, les ordinateurs communiquent d'une autre manière. Ah, il y a un film, en parlant juste un aparté sur les robots, un film assez extraordinaire, qui est vraiment un film de hard science, pur et dur, qui est quand même assez grand public malgré tout. C'est un film de Christopher Nolan qui s'appelle Interstellar, donc qui est sorti il y a 2 ans, 1 an. Donc c'est celui qui a fait un Batman aussi, enfin, qui est quand même un sacré bon réalisateur. Et dans ce film, il parle de théorie d'astrophysique pure et dure, de physique de la matière, de voyage dans le temps, etc. Et il y a des robots qui ne ressemblent pas du tout aux robots humanoïdes, qui sont vraiment géniaux. En fait, ils sont composés de 2 barres, comment on peut appeler ça, parallélépipèdes en fait, articulés au milieu. Et ces 2 barres peuvent se décomposer en une espèce de bras. Et donc, ils marchent comme ça, de manière un peu chaotique. Enfin, ils sont munis d'un certain dosage d'humour, mais voilà, c'est pas mal. Et en tout cas, ils sont pas humanoïdes, très peu. Très très peu, on peut dire qu'ils sont quasiment pas humanoïdes. Ça, c'est du jamais vu. On n'avait jamais vu un robot comme ça. Donc, on peut quand même faire des efforts pour faire autre chose. Mais il faut le vouloir. C'est toujours pareil. Hein, on ne peut pas tout révolutionner tout le temps. Pour revenir à la BD, je peux vous donner quelques exemples. Alors, le dernier, il y a aussi bien de la franco-belge, classique, que du comics, que des choses, du manga. J'ai pas mis le manga là, parce qu'il y a énormément de choses. C'est une série dont c'est distribué, on peut que conseiller chez votre libraire ou d'aller sur le site. Ça s'appelle Urban Comics, donc ça c'est le nom de l'éditeur français. Et avec Panini aussi, qui ont arrêté un peu les... Enfin, je sais pas, ils font peut-être toujours des vignettes de footballeurs. Ils sont mis aussi à faire l'édition.
Donc Panini et surtout Urban Comics publie des comics américains, donc contemporains, ou plus anciens, et surtout contemporains. Donc comics, en fait, c'est pas que des histoires de super-héros, hein. C'est tout simplement un format de diffusion. En gros, c'est du papier, au départ, c'est du mauvais papier, voilà. Et c'est surtout ce genre de format-là. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est pas un format rigide au départ, à l'européenne. Mais bon, ils éditent pour la France. Il y a plein de séries absolument extraordinaires. Il y a Batman, Superman, etc. Et notamment une série qui date d'il y a 2-3 ans, même pas, elle est en cours. Ça s'appelle Saga. C'est l'histoire d'un couple qui ne devrait jamais avoir d'enfants, entre deux planètes, une planète et sa lune qui se combattent depuis des centaines d'années, sans trop savoir pourquoi. Et ils sont poursuivis parce qu'il ne faut pas qu'on sache qu'il y a un enfant interespèce, entre guillemets, qui naît. C'est absolument génial. Il y a de la magie, il y a de la sexualité vraiment adulte, et c'est centré autour d'une gamine. Donc déjà, là, ils ont réussi à remettre un enfant au centre du récit, c'est pas évident. C'est super rare en SF, et vraiment, c'est absolument super. Enfin, moi, je prends mon pied avec ça. Un petit truc tout nouveau, c'est du comics, mais français. Scénarisé en partie, quasiment tout d'ailleurs, par Lévis Trondheim, dont vous pouvez peut-être connaître. C'est un super dessinateur, scénariste. Et là, donc, il y a une histoire, tous les 3 numéros, il y a 5 ou 4 numéros qui sont sortis. Ça se passe en fait, Affinity 8, c'est un vaisseau de croisière galactique. Et l'héroïne principale, je pense elle va revenir dans toutes les histoires, c'est une espèce d'inspectrice en fait. Qui s'occupe des affaires qui tournent mal à l'intérieur. C'est un gros vaisseau où il y a plein d'espèces différentes. Et c'est quand même assez sympa, donc c'est vraiment nouveau, c'est une tentative, plutôt réussie pour l'instant, d'adapter le format comics, mais le vrai format comics, pas celui-ci, qui sont des reliures en fait, hein. Des recueils, pardon, de plusieurs tomes, vraiment fabriqués à l'européenne. Voilà, est-ce que ça a marché? C'est une ASF, vraiment grand public, un peu pulp, comme on dit. C'est-à-dire vraiment une chose très populaire, c'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est assez marrant, quoi. Sinon, je vous ai amené une très vieille BD, alors un peu comme le film de Fritz Lang, Une femme sur la lune. C'est quasiment l'album d'Hergé, On a marché sur la lune, enfin l'album de Tintin. Et c'est Les Conquérants d'Infini, c'est des gamins avec un vieux professeur, ils vont partir sur la lune. Alors contrairement à La femme sur la lune et Tintin, là il y a des êtres vivants, il y a des monstres et tout. C'est vachement sympa, c'est quelques années avant l'album de Tintin, voilà. C'est une littérature traditionnelle. Donc moi, en tant qu'auteur de SF, pour les feuilleter après, c'est super intéressant de lire des trucs comme ça. Ça n'a pas une influence directe, mais c'est tout simplement du savoir de base en fait. C'est savoir tout ce qu'on... Alors tout, c'est impossible, parce qu'il y a le manga japonais. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop l'Amérique du Sud, encore il y a des choses super, notamment dans la presse. Il y a une super BD qui s'appelle L'Éternaute, qui a été publiée dans la presse en Argentine, qui est une super histoire d'invasion extraterrestre. Voilà, tout savoir, toute la manière de raconter des histoires de plus ou moins futuristes de SF, il faut que je les connaisse, en fait, ça fait partie du job largement autant que d'écrire. Voilà, parce que ça influence, ça évite de répéter des choses, et puis tout simplement, c'est aussi du plaisir, quoi. Juste pour finir, 2 BD, alors moi qui m'avait beaucoup intéressé, vu que j'ai écrit sur les animaux intelligents, par exemple Animaux modifiés, ça s'appelle Nous 3. C'est l'histoire de 3 animaux de combat, donc modifiés, vous voyez, ils ont des espèces d'armure. Il y a, si je me souviens bien, il y a un chien, un petit lapin et un chat. Un chat assez grognon. Et c'est des animaux expérimentaux, ils sont en fait des véritables tueurs en fait. Au lieu d'avoir des drones simplement sur le terrain de bataille, c'est des animaux dotés d'un super armement sophistiqué. Et ils sont destinés en fait à être tués parce que leur période d'expérimentation est finie. Et il y a une des scientifiques qui ne supporte pas en fait, l'idée qu'ils puissent mourir. Elle s'est attachée à ces animaux en fait. Donc elle les fait s'échapper du laboratoire. Et donc ils sont dans la nature en fait. Et on lance contre eux un autre prototype qui est un gros dog énorme. Et c'est la bataille en fait. Donc, tous ces animaux ils vont finir par trouver quelqu'un de compatissant qui vont les débarrasser de leur armure. Et ils arrivent à prononcer quelques paroles, à échanger quelques paroles entre eux. Et c'est vraiment, graphiquement, c'est génial. Enfin, moi, je l'ai lu 40 fois, c'est impressionnant. Donc, pour moi, écrire sur les animaux modifiés, c'est important de lire ça. Ça a beau pas être un roman, c'est pas grave, c'est une super BD, en fait. Et une BD que je peux que vous conseiller, un BD très... je fais vraiment le vendeur, là, mais toujours intéressant. C'est un très, très, très simple, en fait, à peine coloré. Ça m'avait pas plu au départ, enfin, bon. Mais j'ai appris à être pas sensible aux traits.
pour m'intéresser à l'histoire en fait en BD. Et c'est l'histoire d'un scientifique, ça se passe au Moyen-Âge, en fait, fin du Moyen-Âge, début Renaissance, enfin la Renaissance est en train d'arriver. C'est un savant de Bagdad qui part de Bagdad avec sa fille et qui se retrouve dans un monastère en Italie. Et il doit faire, on lui commande, plus ou moins, je ne me rappelle plus, je l'ai lu il y a plusieurs mois, on lui commande de faire en fait une espèce de linceul, enfin linceul du Christ. C'est un seigneur, enfin il lui demande ça, et en fait il réinvente la photographie. Parce qu'on ne sait pas comment a été fait le fameux linceul de Turin, on sait que c'est un faux évidemment, mais on ne sait pas comment il a été fait, c'est quand même très astucieux et c'est pas de la peinture, voilà, c'est pas une peinture. Voilà, c'est vraiment très délicat, c'est très politique. Et évidemment, ça ne marche pas tout de suite, il y a des ennuis par rapport à l'Inquisition qui vient, mais pour autre chose, pas pour lui. Donc il y a une relation entre l'Orient et l'Occident, le début de la science, un truc un peu magique, quand même, de faire des images à partir de rien sur un drap. Bon, c'est quand même pas évident. Parce que nous, on vit dans une sorte de magie, si vous voulez, la science, la technoscience. On va dire la science, c'est la recherche pure, c'est par exemple l'observation des étoiles, savoir comment fonctionne le cosmos, mais ça n'a pas d'implication directe dans nos vies matérielles. Et par rapport à la technoscience, on vit dans un monde émerveillé, quoi. C'est une espèce de délire complet. Enfin, prenez un smartphone, prenez les avions, les trucs qui volent, les montgolfières. Je pense qu'il y a toute une espèce de délire qui n'est pas partagé par tout le monde. On pressentait déjà vers 1840 quand même la machine à vapeur, ça posait de graves problèmes, d'abord sociaux. D'abord les gens mouraient dans les usines, enfin il y a plein de trucs de pollution en Angleterre, c'était vraiment assez terrifiant. Il y a aussi des scandales. Enfin, par exemple à Paris, on voulait mettre le bête, on l'a fait, mettre les bêtes de gaz, l'éclairage au gaz dans la ville. Et évidemment, on a prévu un énorme réservoir de gaz, parce qu'il faut bien stocker à un moment donné pour qu'on puisse diffuser par des tuyaux dans toute la ville. Et on l'a mis sur le quartier le plus pauvre de Paris. Et les gens ont dit quand même, si ça explose, bon, il va y avoir 1000 morts, quoi. Enfin, donc on a quand même mis un peu dans l'ensemble. Il y avait déjà des protestations, enfin les gens avaient parfaitement conscience des dangers de la technologie. Et on a mis des petits réservoirs, beaucoup plus petits, enfin on a dispersé, toujours dans les quartiers populaires évidemment. Mais au cas où ça explose, ça ferait beaucoup moins de morts. Je crois que ça n'a jamais explosé en fait. Voilà. Mais pour vous dire que c'est pas nouveau, c'est vraiment une super BD sur la science. C'est une BD de référence et je prépare un roman sur il va se passer à la fin début de la Renaissance. Et ça parle de ce fameux linceul. Enfin, ça parle pas que de ça, mais c'est la relation entre deux types de sciences, deux types de manières de faire de l'art aussi. Donc ça tombait en plein dans ce que je suis en train de préparer. Donc il faut que je le lise pour pas raconter la même chose en fait. Ou pour raconter la même chose, mais en le sachant, au moins. Et puis c'est une forme d'inspiration, il y a L'Homme Rose évidemment, il y a aussi d'autres romans italiens. Donc voilà, ça fait partie. J'essaie de lire tout ce que je peux et je pense que les auteurs font à peu près pareil. Dans le même domaine, ou en tout cas sur les mêmes idées, quoi. Et la bande dessinée en fait littéralement partie. Enfin, c'est impossible pour moi de... Alors, les films de science-fiction, encore une fois, des trucs super forts, il y en a beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Les films de super-héros sont pas mal, mais ils sont tous filmés pareil, par exemple, quasiment. Enfin, vraiment, c'est entre DC et Marvel, c'est quasiment filmé de la même manière. C'est pas très original au point de vue cinématographique. En bande dessinée, ils ont une manière de raconter, de dessiner très très différente. Et c'est beaucoup plus libre, les enjeux financiers sont quand même beaucoup moindres. Sont peut-être un peu plus élevés, la littérature, parce que parfois les livres sont plus chers à imprimer. Mais à part ça, bon, c'est absolument fabuleux en termes de créativité. Donc je peux que vous conseiller, si vous lisez déjà un peu de la SF, vous ne lisez pas trop de BD, c'est quand même de lire de la bande dessinée, quoi. Et même dans Mickey, il y a les nouveaux Mickey, ils sortent des reprises de Mickey, de Pluto, de Donald et tout. Il y a plein de trucs de science-fiction qui sont super sympas aussi dedans. Donc, peut-être des questions sur la BD sur la science-fiction. Est-ce que vous lisez le dernier roman de science-fiction que vous ayez lu, par exemple? Ou la dernière nouvelle, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs. Non, mais au moins. Moi, j'avais une question peut-être sur... parce que tu as parlé tout à l'heure de scénario de bande dessinée. Quelle est est-ce que tu peux nous parler de la différence essentielle que tu trouves entre écrire un scénario de bande dessinée où on sait que l'image a une part très importante
et écrire un roman ou une nouvelle où là les images on doit les suggérer par l'écriture. Comment est-ce que tu vis cette différence de travail s'il y en a une? Alors pour l'instant je travaille sur 4-5 scénarios, donc ils ne sont pas aboutis, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de dessinateur prévu. Pour l'instant il faudra que je démarche après. Sinon je suis en train de faire une BD avec quelqu'un de Saint-Etienne, donc c'est une petite BD de 20 pages. Donc là l'idée quand même c'est aussi de s'adapter si possible, ou trouver quelqu'un qui puisse correspondre à l'histoire. Donc là il y a un truc assez différent. On n'est pas tout seul. Donc pour l'instant, je travaille dans le vide, à l'aveugle, pour les scénarios dont je n'ai pas le dessinateur ou la dessinatrice. Par contre, je n'ai pas du tout travaillé à l'aveugle. Pour la personne avec qui je travaille, qui fait partie des Arts du Forêt, c'est lui qui a fait la couverture là, des livres. Donc ça sortira début 2017, la petite BD. On va tirer ça à 200, 300 exemplaires, quoi. Et là, il m'a donné un thème qui est la drogue. Donc, la drogue, dans le futur, hein, bien sûr. Et je sais que lui adore dessiner les animaux, la végétation. Donc j'ai fait en fonction de ça. Voilà. Ça se passe en Amérique du Sud. C'est une dame en fait qui est représentante de commerce en drogue de toutes sortes. Donc c'est très officiel, enfin, c'est pas du tout un truc caché. Parfois c'est pour aider un chien à mourir parce qu'il est très vieux. Donc c'est drogue qui va l'apaiser, il va se souvenir de tous ses souvenirs de chien. D'autres c'est parce qu'il y a un couple qui a des problèmes sexuels, donc il faut vraiment les aider, les pauvres, un vieux couple, tout ça. D'autres c'est des drogues d'éducation. On donne ça aux enfants et ça leur sert de cours. Le cours, ils vivent en fait les cours d'histoire, par exemple de maths, et à la fin de la séance, ils ont appris des trucs. Ça se passe de la chimie du cerveau en fait. Voilà. Et par contre, évidemment, il y a un pionnier à la fin, il y a un autre type de drogue. À la fin, elle rentre à Lima. Voilà, elle a un tricycle en fait, voilà, un tricycle mécanique autorisé pour parcourir les différents villages où elle va vendre les drogues qu'on lui a commandées. Et elle rentre sur Lima, elle s'arrête à un restaurant pour manger, hein, tout simplement sur la route, comme tout le monde le fait, c'est la vie quotidienne des gens. Et puis là, il y a un type qui est arrêté par une milice, vraiment il est frappé, tout ça, et puis il est pendu à un arbre. Bon. Donc c'est un peu plus violent que le reste de la BD. Et en fait, c'est des gens affreux qui font une drogue terrible, ils sont pourchassés en fait dans tout le pays. Et en fait, la drogue, c'est le travail. C'est des gens qui construisent des machines et tout, ils produisent plein de trucs, ils veulent travailler, et on est obligé de lutter contre eux, parce que c'est infernal en fait. Voilà, c'est un autre type de drogue, voilà, il faut trouver un pionnier. En plus, la BD, il fait 20 pages. Donc, voilà. Alors, sinon, la grosse différence, un peu comme un film, c'est quand même la complexité. C'est-à-dire, la complexité doit être dans l'image, dans le décorum, et pas forcément dans l'histoire. Une histoire, même une nouvelle, peut-être pas, 10-15 pages, c'est quand même limité, on ne peut pas trop développer. C'est le principe d'une nouvelle. Un roman, vous pouvez y aller à fond la caisse, quoi. C'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Vous pouvez avoir 50 personnages, vous pouvez faire une fresque. Là, je travaille sur un roman qui va faire au moins 1500 pages. C'est un truc énorme sur les super-héros, en fait. Et c'est un truc complètement emphatique. Donc, on y va à fond la caisse. Une bande dessinée, à moins qu'il y ait plusieurs tomes, à moins que ce soit une œuvre particulière, la trame narrative doit être super simple. Parce qu'on ne faut pas qu'on se perde. Il faut l'image. Après, enfin, c'est un peu comme les histoires, je ne sais pas, de Moebius, pour certaines, pour parler d'un auteur, vous pourriez avoir lu. Les histoires sont parfois un peu décousues, parfois super simples, mais toute la complexité va être dans l'image. C'est comme un film. Un bon film, il y a des choses qui sont dans l'image, qui sont dans les couleurs. Ça peut paraître con, mais il y a des gens, ils font des films, ils ne savent pas qu'ils font de l'image. Ça se voit. Il faut arriver à dire des choses dans l'image. Pour revenir, par exemple, tout con, en 2001, dans le Cinespace, au début du film, enfin au début, pas la première partie à l'âge préhistorique, mais juste après, la seconde partie, avant qu'ils aillent sur la Lune visiter, enfin voir le fameux monolithe noir, hein, qui est une espèce d'entité extraterrestre. D'entité, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'artefact plutôt, voilà. De choses produites par des extraterrestres. Le personnage central va sur une station orbitale neutre, politiquement. Bon, eh bien, tous les mobiliers en bleu et rouge, en blanc et rouge, pardon. C'est tout simplement la couleur du drapeau suisse. Enfin, ça peut pas être un hasard, si vous voulez le faire. Il aurait pu mettre des trucs en violet, hein, des mots violets, il y en avait dans les années 60. C'est pas un problème, hein, toutes les couleurs. Mais c'est typiquement ça parce qu'elle est neutre, la station. Et donc, ça suffit à mettre ça. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Ça doit être dans l'image. L'histoire de 2001, le Cinespace, elle tient en 3 phrases. Et je pense qu'une bande dessinée, elle doit se résumer à pas grand-chose. C'est pareil.
Donc il faut se calmer au niveau du nombre de personnages, il ne faut pas en mettre trop. On peut être très subtil, mais la subtilité, elle est dans l'histoire, certes, mais elle est surtout dans le trait, quoi. Il se passe un truc magique dans le trait. En gros, un scénariste, au bout d'un moment, il ferme sa gueule, enfin, pour le dire vulgairement, et puis faut être un peu en retrait, quoi, à moins d'avoir vraiment une importance capitale, mais même, enfin, Astérix dessiné par un autre dessinateur, Uderzo, ça aurait été vraiment autre chose, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un truc magique qui se passe dans le scénario. L'histoire doit être bonne, il doit y avoir un bon truc comme dans une nouvelle, comme dans un film, peu importe. Mais quand même, ça doit être plus simple. Moi, je dirais la simplicité de ce qui est raconté quand même. Pour laisser part à la complexité du dessin, si de complexité il doit y avoir, hein, c'est pas non plus une obligation. Mais quand même, quoi. Enfin, on doit se mettre au service du dessin et on ne doit pas... Alors, je sais bien, il y a des exceptions. Moi, j'ai vu des films, par exemple, de Sacha Guitry. Bon, ça parle tout le temps. Et vous êtes complètement éberlué tellement c'est bon cinématographiquement. Il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire en fait, et ça marche. De temps en temps, voilà, on peut faire un truc hyper littéraire au cinéma, aussi en bande dessinée. Mais globalement, la différence, c'est la simplicité, moindre complexité de l'histoire. Et rien n'empêche de faire une fin superbe, d'avoir une super morale, d'avoir un contexte très intéressant. Il y a une BD absolument extraordinaire aussi, qui s'appelle Les derniers jours d'un immortel. Donc c'est un one-shot, comme on dit en BD en anglais. Il n'y a pas de suite, hein, c'est une seule histoire, un seul album. Et ça parle aussi du clonage. Enfin, c'est un inspecteur de police, un diplomate. Et tout le monde a ses propres clones. Et toute la question, c'est est-ce qu'on permet à ces clones d'avoir une vie autonome ou pas? Il dit comme ça a l'air vraiment de la SF cliché encore. Hein. Mais c'est super, voilà, c'est une bande dessinée vraiment fabuleuse, quoi. Moi, je prends mon pied vraiment comme auteur. C'est pour ça ça finit par me donner envie aussi de faire de la BD, quoi. Parce que c'est trop bien. Et je défends la littérature aussi, hein, mais c'est pas pareil. Et on arrive au bout des 2 heures qui nous sont imparties. Est-ce que une dernière question est dans le vent pour notre intervenant? Allez, une dernière. Allez, une dernière question. N'importe laquelle, sur n'importe quel sujet, il répond. Allez, vas-y. La question que j'aimerais te poser, c'est, à ton avis, parce que tu as parlé, au début, tu as employé le mot cliché, puis on voit bien qu'il y a des modes, il y a des courants. Est-ce que tu penses qu'il y a un courant, quelque chose qui se dégage maintenant? Parce que, bon, par exemple, on a beaucoup parlé dans l'histoire de la science-fiction d'exploration de l'espace, il y a eu des robots. Est-ce que tu penses que quelque chose est en train de se dessiner maintenant et qui va faire que peut-être dans les 10, 15, 20 ans qui vont venir, la science-fiction aura une identité particulière, différente de ce qui s'est fait par le passé? Est-ce que tu as une idée de ça, ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire, ou... Alors, d'abord, je ne suis pas universitaire, je n'étudie pas de près toutes les productions, même si évidemment, bon, j'en lis. Moi, je dirais quand même l'informatique, ou les relations modifiées entre les gens par l'informatique, la puissance de calcul, les univers virtuels, même si c'est pas forcément peut-être essentiel, je sais pas, la vie après la mort par le numérique. Voilà. Après, est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc central, c'est la place du travail, la place de l'emploi des gens ou pas. Parce que, bon, c'est bien sympa de faire des stages emploi jeunes, tout ça, mais dans un pays comme la France, une population qui n'augmente pas beaucoup, enfin, il stagne, ce qui n'est pas grave non plus, mais on n'est pas en expansion démographique. Enfin, c'est absolument central, même des pays comme la Chine. Enfin, je veux dire, vous industrialisez encore le pays, il va se retrouver avec 400 millions de chômeurs, quoi. Vous allez faire quoi? Enfin, on ne peut pas continuer sur un monde comme ça, parce que je pense que la plupart des dirigeants, d'abord, c'est délicat pour eux. Ils doivent représenter l'espoir, il faut se faire élire ou se faire accepter pour un dictateur, genre le Parti communiste. Ils ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi, puis ils ont des objectifs qui n'est pas forcément la satisfaction matérielle des gens non plus. Ou spirituel des gens. Donc, moi, je pense que la place de l'emploi des gens, pas seulement de la classe ouvrière, par exemple l'informatique, normalement, ça remplace, ou la mécanisation, ça remplace les petits travaux, enfin les travaux manuels. Par exemple, les robots vont aller ramasser bientôt les vignes, par exemple. Il y a 10 ou 15 ans, on ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le raisin, c'est très fragile. C'est même pas une pomme dure.
Mais aujourd'hui, les mains robotiques sont plus sensibles qu'une main humaine, ou l'équivalent. Parce qu'ils ont des capteurs au bout des doigts. Maintenant, on peut tout à fait ramasser un grain de raisin, ça pose aucun problème. Ça coûte cher, mais dans 10 ou 20 ans, il n'y aura personne pour ramasser dans les vignes. Donc c'est encore des emplois, ils vont être supprimés. En gros, il n'y a pas de possibilité d'avoir du plein emploi, c'est strictement impossible. Dans un monde robotisé, dans un monde, mais qui est ancien. Il n'y a pas de complot capitaliste uniquement. C'est une tendance au moindre effort. C'est pour ça qu'on préfère aller sur un cheval pour faire 30 km plutôt que d'aller à pied. C'est pour ça qu'on a inventé la pluie, parce que c'est vachement plus cool pour remonter, enfin la poulie plutôt, parce que ça permet de diminuer l'effort avec des systèmes de poulies. C'est la continuité de ça en fait. C'est pas nouveau, enfin, ça date pas de 1954, on a sorti le premier, ou je sais pas quand, le premier robot pour fabriquer des bagnoles quoi. En plus, il y a des choses très satisfaisantes. Le robot pour réparer, je suis trop long peut-être. Bref, la robotisation, le rapport au travail, à mon avis, c'est un truc, enfin, je vois pas comment on peut y échapper, et on en parle aussi dans la science-fiction. Après, il y a des thèmes qui sont les formes de guerre. Quand même, le spatial, ça a sa place. Il y a toujours le space opéra qui est quand même un genre à part entière. Il y a toujours des gens qui travaillent dessus, qui renouvellent. Si on renouvelle vraiment, je ne sais pas trop. À mon avis, il faut renouveler par rapport à d'autres thèmes qui sont l'informatique, justement, le travail. Le rapport entre les hommes et les femmes aussi. C'est quand même une chose de très important. Pas forcément au sein du couple, hein, de l'intimité, même s'il peut y avoir ça. Mais quand même, enfin, on a vu de manière assez amusante la place de la femme dans la SF, qui a la même place dans la littérature, enfin, c'est pareil. Alors, juste pour côté femme, il y a à peu près, en gros, un tiers de lectrices, voire 40%, et un tiers d'écrivaines en SF. Donc c'est quand même une bonne proportion. Enfin, c'est pas négligeable du tout. C'est depuis longtemps. Hein. Aux États-Unis, il y a plein d'auteurs femmes. Je ne sais jamais son prénom. C'est Le Guin. C'est une super. Elle a 85 ans, 90 ans. Ursula, voilà. J'ai peu lu parce que c'est plus. Parfois, ça tourne un peu à la fantaisie. Donc, je ne connais pas bien cet auteur. Voilà, mais il y en a d'autres. Il y a Sylvie Denis en France. Il y a quand même des super auteurs. Donc, il y a ça, le rapport l'évolution. La génétique, évidemment, tout ce qui est biologique. Pas forcément du point de vue industriel, ça c'est plus ma vision à moi, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle, mais qui est peu développé, le bio-punk. Ils aiment bien employer le mot punk. Il y a un truc assez rétrograde, je dirais, en termes d'invention, qui est quand même le steampunk. Je l'ai abordé un peu avec le chronique tout à l'heure. Qui est en gros un monde un peu figé au 19e siècle, où il y aurait certains trucs qui ne sont pas apparus. Enfin, les trucs, c'est le moteur thermique, c'est l'informatique, c'est un monde un peu... c'est un côté aussi festif, parce qu'il y a beaucoup de choses autour du costume. On s'habille un peu façon victorienne. Il y a pas mal de manifestations, en bande dessinée aussi. Il y a pas mal des œuvres. Il y a quelques chefs-d'œuvre littéraires. Par contre, moi, ça me gêne parce qu'on reste figé dans les technologies. On reste assez figé dans les rapports humains. Car les sets, par exemple, sont vachement déterminés. C'est pas très nouveau. Mais d'autres gens disent que c'est pas de la science-fiction, tout simplement, en fait. Parce que ça n'explore pas des voies nouvelles. Mais c'est un courant très fort. Est-ce qu'il va survivre dans 10 ou 20 ans? Je ne sais pas. Les modes passeront. Mais à mon avis, voilà, ce qui va rester, c'est quand même la place du travail ou de l'emploi. Pas forcément du travail au sens pénible, hein, mais... parce qu'à terme, on peut très bien faire écrire des romans super bien par des logiciels. Ça marche très bien pour la poésie, pour l'instant. La poésie, c'est à peu près bon. Vous n'êtes plus capable de distinguer une poésie faite par un logiciel écrite directement par un humain. C'est quasi impossible. Bon, c'est pas encore publié, ça reste des travaux de laboratoire, mais en gros, on y est, quoi. Ça fait peur, on se retrouve au chômage. En tout cas, pour la littérature, genre Harlequin, des choses comme ça, c'est tout à fait plausible. Franchement, les trames narratives sont assez simples. En plus, derrière, il peut y avoir la patte d'un humain pour finaliser tout. C'est bon, hein. Vous employez quelqu'un, il vous sort 40 romans en un mois, quoi. C'est totalement crédible. Enfin, on y va, quoi. Donc, voilà la place de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cède à ça ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? C'est quand même, pour beaucoup de gens, avoir un emploi, c'est hyper important. Enfin, c'est une place dans la société. Est-ce qu'on passe de l'emploi où les gens feront ce qu'ils veulent à un revenu universel? Dans ce cas-là, ça veut dire comment on va contrôler les gens? Pour tout type de pouvoir, c'est impossible de laisser une telle liberté. On n'a jamais vu ça, quoi. C'est utopique, alors, pour le coup. À moins que la seule menace, ça soit vous coupe les vivres. Bon, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, mais éventuellement. Mais
Le contrat social, ça serait d'avoir un revenu universel, dont on parle quand même pas mal depuis quelques années. Une sorte de revenu universel. Il y a des gens qui vont détester ça aussi. Donc bon. Donc là, il y a quoi travailler quand même. À mon avis, toute sociétale, on y est, mais c'est lié à la technologie aussi. Sans la technologie, on revient à tous prendre une bêche, on va tous bosser, il n'y a pas de problème. On peut faire de l'agriculture. Voilà, est-ce que ça sera des métiers de passion? Que de passion. Dentiste, agriculteur, pilote de Formule 1, enfin, on sera peut-être même plus payé. Est-ce que l'idée de payer des gens est même complètement obsolète? D'avoir un salaire, quoi. Parce que tout le monde n'avait pas un salaire. C'est chaud, les contrats de salariaux, par exemple. Avant, vous apparteniez, notamment, alors ça, c'est. On a un économiste qui pourrait peut-être mieux nous en parler, le prof d'économie, c'est la Révolution française. La Révolution française, 1789, c'est la liberté du citoyen et tout, mais c'est surtout la liberté d'être foutu à la porte. C'est-à-dire que les systèmes de guildes, de métiers, disparaissent pas. C'est pas non plus, il y a toujours, par exemple, l'ordre des médecins qui existe. Ils arrivent plus ou moins à gérer leur métier eux-mêmes. Mais c'est quand même différent. Les gens n'avaient pas forcément vraiment de salaire. Ils étaient nourris, logés, blanchis, quoi, pour leur boulot. Alors jusqu'à ce qu'ils se marient, peut-être après, c'est un peu différent. Mais ouais, pour moi, c'est un super sujet. C'est super essentiel. Et c'est lié à la technologie, donc c'est bien la science-fiction. Ça mêle bien le sociétal et la super technologie pure et dure dans les usines et tout, quoi. Voilà. Yeah.